Bonjour Agnès, Bonjour Baptiste. merci d'avoir accepté notre invitation pour cette belle émission du Podcave. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Agnès Declercq, je suis directrice artistique en design de marque. Je crée des identités, des univers pour les marques, les entreprises. Et notamment la nôtre, donc on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Comme expliqué, le format du Podcave, l'invité ramène une bouteille de vin sous chaussette, histoire de mettre un petit peu de piment, de dévoiler d'abord le vin avant de pouvoir présenter son histoire ou le symbole qu'il représente pour toi. Et ben, le tire-bouchon est là, je t'invite à ouvrir la bouteille. Allez, c'est moi qui ouvre alors. Hop, on y va. Alors de toute façon, quand il s'agit d'ouvrir une bouteille de vin, en règle générale, en On y Bourgogne, arrive toujours. on se débrouille. Et voilà le petit bruit qui fait du bien. Allez. Alors c'est moi qui sers, c'est toi, c'est quoi? Oh bah écoute, fais comme chez toi. Allez, on y va. Donc déjà, tu remarques la couleur. Ce n'est pas un Gevrey blanc. Ah bah si, peut-être. Non, je plaisante, il n'y a pas de Gevrey blanc. Eh ben écoute, merci beaucoup. Santé. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. On va découvrir le vin blanc rapporté par Agnès. On rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Très beau vin blanc, une belle couleur. Déjà, trinquons en premier lieu à l'avenir du Podcave. Eh bien, commençons. Et puis, au Podcave. Au Podcave. À nos divers projets, parce que tu as l'occasion de nous accompagner quand même. On en reparlera juste après ce petit instant dégustation, mais aussi bien sur l'entreprise que pour ce format Podcave et que sur d'autres projets à venir. Alors toi qui es un grand dégustateur, qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai une culture du vin modérée et un grand intérêt en tout cas. Ouais. Je trouve que c'est des exercices qui sont particulièrement passionnants. Partir d'une feuille blanche au final, un petit peu comme si on crée un logo et de dire voilà qu'on est amené à avoir quelques idées, que ça nous fait penser à certaines choses, qu'on puise au final de l'inspiration, au même titre que toi tu peux aller chercher de l'inspiration dans la création. Là on se souvient de ce qu'on a pu essayer de goûter, un petit peu de l'aspect plus connaissance, voilà, de quel cépage on peut retrouver dans quelle région, comment ça peut se mettre en place, mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement la dégustation à l'aveugle parce que souvent on se fait avoir et puis que ça remet un petit peu les pendules à l'heure. C'est le petit instant coup de gueule. C'est vrai qu'on a vite tendance à boire des vins à travers l'étiquette, à trouver ça exceptionnel ou au contraire à se dire parce que c'est une appellation régionale que c'est mauvais. C'est des choses d'avoir des a priori, tu veux dire? Les a priori, on les entend quand même. Ils existent pour beaucoup. Je trouve que c'est quand même fabuleux de dire à travers la chaussette, on part de zéro. Et puis au final, le vin parle pour lui-même, sans notion d'appellation, etc. Et puis à la fin, on aime, on n'aime pas. On trouve ça adéquat à l'appellation, proportionnel par rapport à nos attentes. Mais ça nous permet de partir sur une base plus sereine peut-être et au final de se faire son propre avis. Alors d'après toi, on est sur quel terroir ou alors quel cépage? J'aurais tendance à dire qu'on est sur un millésime plutôt chaud. En tout cas, j'ai l'impression de goûter un vin qui a quand même une... je suis partagé entre une certaine évolution, parce qu'on a une belle aromatique très généreuse, et en même temps, pourquoi pas, donc soit le côté évolution, soit le côté année chaude, peut-être millésime un petit peu plus chaud. Instinctivement, je partirais bien sur 2018. En tout cas, c'est l'idée que ça viendra 18 ou 2020, parce qu'à la limite, ça paraît peut-être à peine plus droit peut-être que 2018. Je partirais sur un chardonnay, très probablement comme de Bourgogne. On se rapproche un petit peu quand même. Alors t'es pas mal. Tout n'est pas bon, mais t'es pas mal. Parce qu'au niveau du millésime, déjà pour se rapprocher, est-ce qu'on est un petit peu dans la bonne t'es tendance? pas complètement dans la plaque, mais t'es pas très très loin. Un peu plus jeune pour le millésime. Et 2022. De toute façon, non, c'était dans la bonne lignée. Voilà, t'étais pas complètement loin. Et après, au niveau cépage, tu es bon. Au niveau région, tu es bon. Et puis, je sais pas, t'essayes de préciser un petit coup. J'aurais tendance à dire que c'est quand même pas un vin que j'ai l'occasion de goûter beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est une appellation qu'on aurait peut-être plus sur le côté en rouge, par exemple? Est-ce que c'est une appellation qui est plus connue pour ses rouges? Ou peut-être qu'on est totalement sur une appellation de vin blanc et qu'elle me déstabilise un petit peu. Je me tenterais quand même bien sur un vin de la Côte de Nuit. Ouais, d'accord. Allez, si je devais me mouiller un petit peu en partant sur... soit sur un Haute-Côte de Nuit ou peut-être même un Nu-Saint-Georges blanc, ce qui n'est pas forcément très courant. Pas mauvais, mais Depuis le début, je disais que tu étais quand même grand amateur de vin et connaisseur. Je crois que tu as tapé dans le mille. Haute-Côte de Nuit. On est à peu près dans la dynamique Haute-Côte de Nuit. Ouais, c'est ok, ça. c'est assez chouette. C'est vrai qu'on a un vin super
super frais, mais avec petite sucrosité, peut-être du haut millésime aussi, 2022, qui apporte peut-être aussi un petit peu cette rondeur supplémentaire. Et en même temps, quelque chose de très délicat. C'est petite indication sur la capsule. Est-ce qu'elle nous évoque Une couleur particulière, une couleur particulière, un domaine que tu connais bien plus que nous en l'occurrence? Alors, c'est pas forcément pour ça que je l'ai choisi. Je pense que tu as trouvé en effet le domaine, mais c'est pas forcément pour le nom au départ que je l'ai choisi. Je peux dévoiler la bouteille du coup pour t'expliquer maintenant? On peut y aller. Allez, on va dévoiler. Donc Agnès retire la Je ne chaussette sais pas dans quel sens est l'étiquette. Alors, hop, face à toi. je vais Parfait. la mettre face à toi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette étiquette en particulier, ce vin en particulier? C'est surtout pour le nom de la cuvée au départ. La cuvée, c'est une cuvée qui s'appelle Charmont. Et Charmont, en fait, c'est un lieu-dit qui se trouve à l'Étang-Vergy, sur une petite colline à l'Étang-Vergy, qui est mon village d'enfance. Et Charmont, c'est l'endroit où j'ai vécu de toute mon enfance, depuis ma naissance jusqu'aux prémices de l'âge adulte. Et c'est là que j'ai tous mes souvenirs d'enfance. C'est là où j'ai crapahuté avec mes frères et sœurs toute mon enfance. C'est là où j'ai joué avec mes cousins parce que mon papa avait 11 frères et sœurs. Donc, si tu veux, il y avait quand même une tripotée de cousins qui venaient, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait la maison de mes parents et juste à côté, la maison de mes grands-parents. Donc, les vacances, ça ressemblait à une petite colonie de vacances. Il y avait une espèce de tribu familiale de Launay qui se promenait dans tous les chemins de la colline de Charmont. Et donc, c'est pour ça, au départ, que j'ai choisi cette cuvée-là. Et puis, comme tu l'as dit, évidemment, oui, c'est la maison familiale, c'est la maison de vin familiale, donc ça me touche à un deuxième niveau. C'est l'endroit où je me suis mariée. C'est l'endroit où, après, mes enfants sont venus jouer aussi parce qu'il y avait les grands-parents qui étaient sur place. Enfin, voilà, c'est le lieu familial. Pour moi, c'est énormément de souvenirs. C'est plein d'émotions. C'est plein d'odeurs, de souvenirs, tout ce qui fabrique une enfance, en fait. C'est une partie de ma vie. Une grande partie de ma vie, les bases, j'allais dire les prémices en fait de ce que je suis devenue. Et puis je suis aussi très attachée à cette étiquette en particulier parce que il se trouve que j'ai travaillé pendant 15 ans avec mon frère Laurent et ma belle-sœur Catherine qui possèdent cette maison. Et moi je travaillais au marketing et j'ai été en charge lorsque la maison a été rachetée en 2017. De créer, puisque j'étais dans l'équipe marketing, de créer les packaging, de créer l'univers de marque. Et c'est le lien avec ce que je fais aujourd'hui. C'est le lien avec ce que je fais aujourd'hui, avec mon métier d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je faisais à l'époque, c'était déjà dans un service marketing de la direction artistique. Et cette étiquette, finalement, c'est moi. Alors, c'est pas moi qui l'ai dessinée, je l'ai faite dessiner. Et l'idée, quand on a créé cette étiquette-là, c'était de se dire... on va rechercher ce qui est l'identité d'un paysage des Hautes-Côtes de Nuits, et puis on va le dessiner dans une étiquette. Donc c'est pas une photo qu'on a prise à un endroit et qu'on a reproduite au dessin, c'est tout simplement une espèce de résumé ça pourrait être partout et n'importe où dans les Hautes-Côtes de Nuits. C'est un vallon, des vignobles, des arbres sur le sommet de la colline, un petit village dans la Combe, c'est les Hautes-Côtes de Nuits. Et pour moi, ça, c'est le résumé de ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, c'est-à-dire je vais chercher l'ADN des gens, des entreprises, des sociétés pour lesquelles je travaille, et je les dessine, je dessine en tout cas leur identité et leur univers. Donc ça fait le lien de toute ma vie, en fait, cette étiquette et ce nom Charmont. Voilà pourquoi j'ai choisi ce vin-là, plus que pour le vin lui-même. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a l'habitude notamment des étiquettes bourguignonnes avec l'appellation mis en avant en priorité. En l'occurrence, ça aurait pu être Bourgogne Haute-Côte de Nuits, écrit avec insistance sur l'étiquette, puis en dessous le nom de la cuvée. Et là, sur cette étiquette-là, effectivement, la mise en place est totalement différente, avec le nom de la cuvée symbolique d'un lieu-dit, au final, vraiment dans cet état d'esprit d'une zone géographique, d'un cocon, le tien en l'occurrence. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi tes premiers
quand on parle de dégustation, d'apprécier un vin, c'est vrai que tu as parlé de tous ces souvenirs olfactifs, les premières odeurs, la Madeleine de Proust, la cuisine en famille. Ouais. Est-ce qu'au final, c'est aussi là-bas que tu as découvert le vin, en tout cas en tant qu'amatrice, plutôt que au-delà de l'aspect familial, je veux dire? Et ben alors ça, c'est très drôle que tu me poses cette question, puis j'y avais même pas réfléchi en amont, et il y a un truc qui va te surprendre, c'est que jusqu'à l'âge de, allez, 20 ans, je pense, 18-20 ans, je détestais le vin. Je n'ai pas bu une goutte de vin de toute mon enfance. J'ai été le désespoir de mon père, tu peux bien imaginer, qui, à chaque repas, essayait de me faire sentir, goûter un vin, etc. Alors, j'aimais sentir, j'aimais l'odeur, mais je détestais le vin. Je détestais même débarrasser la table et avoir du vin sur les doigts. Ça te surprendra encore plus, c'est que j'ai commencé à goûter du vin qu'à partir de 20 ans et quelques mois. Ah, c'est amusant. On a ce point commun, tu vois. Alors que, effectivement, les repas de fête familiaux amenaient à goûter sûrement des grandes bouteilles. Et je me souviens toujours, c'est tiens Baptiste, tu sens quoi? Ben, du vin blanc. Tu sens quoi? Ben, du vin rouge. Et vraiment avec ce côté, au final, très réducteur et très cash, de dire, voilà, pas de perception au-delà de simplement quand même une différence sur vin blanc, vin rouge à l'époque. Et c'est que ouais, sur les coups de la vingtaine, ou notamment quand j'ai fait ma formation commerciale en vin à la Viti à Beaune, au CFPPA, que là, la place de la dégustation a pris et au fur et à mesure, essayer de goûter, comprendre, mais en partant vachement plus tard que les autres. Oui. Donc ce qui a été aussi assez intéressant parce que avec le recul, il y a des choses, je pense, qui reviennent, et ce côté mémoire et souvenir olfactif sur l'enfance. Ce qui fait que moi, je vais sentir peut-être le pain toasté. Toi, tu vas me dire, non, c'était la brioche qu'on faisait en famille le dimanche. Mais parce que chacun va l'identifier par rapport à son souvenirs. Vécu. Et, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que, effectivement, j'aimais pas le vin, mais en revanche, mon papa, qui était un grand dégustateur, nous faisait sentir tout le temps. On se baladait en forêt, il prenait une feuille, il l'écrasait, il nous la faisait sentir, etc. Donc j'ai cette culture de l'attention. De l'attention à l'odeur. Alors c'est peut-être aussi ce qui fait que je suis très sensible à ce qui est beau, quoi, tout simplement, et ce qui m'a fait dévier aussi sur mon métier, parce que on a toujours attiré mon attention sur une odeur, sur le détail. un instant, sur voilà, c'est peut-être une lumière, etc. Et en effet, non, j'aimais pas le vin, mais en revanche aujourd'hui je l'apprécie bien. Eh bien écoute, merci en tout cas. Belle découverte, je le connaissais en rouge, mais j'avais jamais eu l'occasion de goûter en blanc, donc c'est super chouette. Ouais. Ta vie aujourd'hui, ton métier, comme tu le disais tout à l'heure, directrice artistique, graphiste, ouais. Métier assez vaste, assez complexe. Oui. Allez, bille en tête. On va parler de l'IA. Je me l'étais gardé pour plus tard. Ouais. Et en fait, non, je pense que c'est quand même pertinent. C'est vrai que on parle de tous ces sens, de cette sensibilité, de cette attention au détail, à la compréhension. J'ai bien aimé la notion du beau. Oui. Moi, je l'entends dans la photo, pas comme la plus belle photo, mais la photo qui raconte quelque chose. Pour moi, c'est une belle photo. Comment on évolue dans ce milieu où l'humain semble tellement important, et aujourd'hui l'essor comment pas l'essor, l'expansion de la place de l'IA dans tous ces projets, comment on le vit? Comment on le vit de différentes manières. Je dirais qu'à la fois c'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses super intéressantes qui se passent, et il ne faut pas du tout être braqué contre l'IA. Moi je trouve que ça ouvre des opportunités. Je pense qu'il faut l'utiliser comme une aide. Je veux dire, on a tous nos petits outils qui nous simplifient la vie. L'IA peut en faire partie. Alors aujourd'hui, je suis assez mal placée pour en parler de façon très technicienne parce que je l'utilise très peu. Je pense qu'il faut que je l'utilise davantage, sans doute. Mais aujourd'hui, je l'utilise plutôt en test. Plutôt parfois pour compléter des recherches. Je l'utilise un peu comme un petit assistant de recherche documentaire. C'est vrai que moi, alors voilà, on n'en a pas encore parlé, mais je suis directrice artistique, donc mon métier, c'est de créer des identités et des univers pour les marques. Donc c'est un métier qui est plutôt créatif et qui est plutôt artistique.
Mais pour faire ça, alors je puise mes inspirations dans plein de choses. Ensuite, j'apprends à connaître la personne, son métier, l'entreprise, etc., pour en puiser l'ADN. Et aussi, une fois que j'ai tous ces petits outils-là, je vais aller faire beaucoup de recherches documentaires. Je vais aller chercher dans des dictionnaires, de la sémiologie, etc., pour chercher du sens, pour chercher des idées sur lesquelles appuyer mon concept de marque. Et en fait, l'IA m'aide à cet endroit-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je m'en sers un peu parfois pour, comme on cherchait des trucs sur Google avant, voilà, tu peux demander à ChatGPT, tu peux chercher comment dire, pas des inspirations, moi c'est plus de la matière documentaire que je recherche aujourd'hui. Et puis après, ça m'aide aussi dans mon travail, tout simplement, je crois que quand on utilise les logiciels graphiques comme Illustrator, comme Photoshop, qui sont mes partenaires de travail tous les jours, l'IA les fait progresser, et moi, ça me rend service, voilà. Et puis après, maintenant, il va falloir que je passe à l'étape d'après. Est-ce que je travaille ou pas avec l'IA? Comment je travaille avec l'IA? Il va sans doute falloir que je me forme aussi un peu plus. Aujourd'hui, je l'utilise encore assez peu. J'ai envie de garder quand même et de sauvegarder et de me battre pour faire sauvegarder tout ce à quoi je suis tant attachée, c'est-à-dire cette patte graphique humaine. Donc ça, j'aimerais vraiment bien que ça reste. Je pense qu'après, chacun aura sa place. Les gens qui feront que du graphique humain et puis les gens qui utiliseront beaucoup l'IA, et je pense qu'on sera complémentaires. Alors, je suis peut-être un peu utopiste, mais ça me fait pas horriblement peur. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est, comment dire, qu'un jour, on s'habitue tellement à la production d'images par l'IA qu'on en arrive à oublier la vraie production humaine et presque à préférer la production par l'IA. Et ça, j'ai pas envie qu'on en arrive là. Ça arrivera peut-être, sans doute, j'en sais rien. Voilà, j'aimerais qu'on garde l'humain quand même quelque part. C'est vrai qu'on a vu un développement très rapide et intempestif, j'ai envie de dire, des affiches notamment faites avec l'IA sur un nombre d'événements non mesurable, tellement c'est toutes les semaines qu'on voit des affiches faites avec l'IA, et au final, il y a un moment où on se regarde et on se dit, mais on a l'impression d'avoir vu la même affiche. C'est ça. On n'a pas l'impression que le niveau de créativité, d'identité, vraiment, la différence entre un événement et un autre, c'est tout le fonctionnement, c'est toute l'identité qu'il peut y avoir à travers une affiche, un logo, etc. Et on a l'impression qu'en fait, tout devient plat. Et que, voilà, il y a une image générée, et puis on met les informations, date de l'événement, etc. Mais qu'effectivement, ça fait un aplat. Il y a plus de relief. Alors que, pour l'avoir vu sur notre logo et rebondir là-dessus, quel travail! On est quand même parti de Agnès, j'ai besoin d'un logo, à plusieurs, ne serait-ce que dans nos échanges, plusieurs poignées d'heures à retravailler, à commenter, à rectifier, sans toute la partie cachée de ton travail. Comment on aborde la création d'un logo comme le nôtre, par exemple, sur celui de chez Baptiste, ou bien celui du podcast, parce que c'est également toi qui l'as réalisé, et avec des envies et une volonté quand même assez proches, et pourtant un rendu très différent en fonction du message souhaité. On va faire en question assez courte et simple. C'est quoi la première étape pour faire un logo? Quand on vient c'est quoi la première étape? Alors, parfois, il y a des gens qui me disent « Oh non, mais c'est simple, moi, je veux juste un logo. » Mais pour moi, juste un logo, ça n'existe pas. Parce qu'un logo, c'est pas simple. C'est au contraire complexe. Et à chaque fois, pour moi, c'est un énorme enjeu. Parce que le logo, il faut qu'il incarne la personne. C'est son identité. C'est la personne ou l'entreprise ou l'association. C'est son identité. C'est extrêmement important. Enfin, pour moi, c'est vraiment une énorme marque de confiance, déjà, de me confier la création d'un logo. Alors, ça commence par quoi? Ça commence souvent par une rencontre. Je ne sais pas si tu te souviens, la première rencontre qu'on a eue, il me semble qu'on s'est vus. Ensuite, on a dû s'appeler. Et ensuite, je t'ai dit, j'ai besoin qu'on se rencontre. Parce que moi, alors tout le monde ne travaille pas forcément comme ça, mais moi j'ai besoin de rencontrer les gens, de parler avec eux. Il y a beaucoup de choses qui passent par ce qu'ils vont me dire, de leurs demandes. Et aussi, moi je suis quelqu'un qui est assez sensible et je capte énormément de choses dans la personne qu'elle ne va jamais exprimer.
dans ses attitudes, dans ses mots, dans plein de choses que je capte et qui vont m'aider à... En fait, mon objectif, c'est de déterminer l'ADN. L'ADN et les valeurs, ça, c'est les deux grosses choses qui vont me permettre ensuite de pouvoir commencer à créer un logo. L'ADN, c'est quoi? Ça va être tout ce qui incarne chez Baptiste, tout ce qui incarne le podcast. Et puis ensuite, les valeurs, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est, je sais pas, c'est de la générosité, c'est du partage, c'est de la simplicité, voilà. Et une fois que j'ai ces deux composantes-là, c'est là que je m'isole, que je fais une espèce de brainstorming avec moi-même et que je vais aller creuser dans des dictionnaires, dans les mots, etc., dans tous ces mots que j'aurais isolés, pour me dire, il faut que j'aille trouver un peu la substantifique moelle de tout ça pour aller retranscrire tout ça dans une image. Parce que finalement, un logo, c'est une image. Il y a de la typographie et il y a souvent une illustration. Mais voilà, c'est une image qui va représenter l'entreprise. Et, mine de rien, c'est extrêmement complexe parce que je peux partir dans des tonnes de directions différentes. Je pourrais y passer une année à dessiner différentes pistes de logos, etc. C'est vrai qu'on l'a bien vu sur les deux logos, c'est que tout de suite, que ce soit pour chez Baptiste ou chez Di, je ne sais pas comment on va appeler le commerce, je m'appelle Baptiste, on va dire que c'est un univers qui me ressemblera et vu que je travaille avec ma femme Angèle, on a quand même une vision commune. Je dis peut-être le plus simple c'est qu'on va appeler ça chez Baptiste et voilà, on sait qu'on viendra chercher l'humain qui est important dans nos deux métiers puis dans nos façons de fonctionner même pour l'aspect plus personnel, affectif. Et puis... j'étais parti, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce que tu veux vraiment dire, avec des typographies très différentes. Moi, une idée un petit peu en tête et en même temps pas très nette au point de te dire voilà ce que je veux. Et ce qui m'a aussi permis de découvrir un petit peu les limites de mon projet quand tu as été amené à montrer d'autres exemples, d'autres projets. Des typographies, des lettres plutôt courbées, plutôt droites, des coloris, parce que ça avait été un grand sujet sur aussi le choix des couleurs. Très important, le choix des couleurs. On parle du texte, la forme, le jeu d'ombre à droite, à gauche. Ça paraît être un peu au même titre qu'un vigneron qui fait du vin, avoir à chaque étape du processus une multitude de cartes et à la fin, il faut un produit. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on prend une bouteille de vin, on se dit, voilà, le vin, il est bon, il correspond à ce qui doit être. Et en tout cas, il se positionne sûrement très bien dans sa gamme de haute côte de nuit pour cet exemple-là. Mais en fait, il y a tellement de possibilités avant d'arriver à ce produit-là. Il y a des prises de décision, il y a des partis pris. Oui, c'est ça. Il y a une multitude d'étapes. Et puis à chaque fois, c'est une espèce de concentrer, parce que c'est ce que je te disais, à la fois de ce que me dit le client et de ce qu'il ne dit pas, de sensations, de ressenti. Et en fait, moi, dans une conversation, quand je fais mon premier rendez-vous de découverte, je sais déjà, ça peut surprendre, mais la personne m'évoque plutôt une courbe, plutôt un trait, plutôt un type de couleur. Tout de suite dans ma tête. En fait, je pense que j'ai cette particularité de tout de suite voir les choses en images. Et donc, du coup, après, c'est du travail graphique. Alors, je passe déjà par une étape de croquis, où je fais plein de croquis différents. Je pars dans des axes très différents. Après, j'essaye de réduire aussi pour présenter à mon client 2, 3 axes, en général au moins 3. J'essaye de pousser un peu les limites. Toi, je sais que très vite, tu m'as dit ça, j'aime pas, ça, je déteste, parce que tu as des idées assez tranchées sur certaines choses. J'ai respecté, mais parfois j'ai essayé de te pousser un peu dans tes retranchements, juste parce que parfois on a une idée arrêtée et en fait on a l'impression qu'elle est arrêtée, mais elle n'est pas du tout arrêtée. On en revient un petit peu à ce côté dégustation à l'aveugle au final, de se dire sur l'étiquette il est écrit quelque chose, on s'arrête, non j'aime pas ça parce que ceci c'est pas le bon cépage, c'est pas ce que j'apprécie. Au final, dans ton métier, il y a aussi ce côté un petit peu avancé à l'aveugle parce que le client, c'est pas forcément le résultat du logo. Jusqu'au dernier moment, on voit bien sur un changement de couleur, un changement de typographie, le logo peut vraiment changer de tout à tout. Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu essayes un petit peu à faire de ta cuisine, si on peut le simplifier comme ça, avec des ingrédients pour essayer de voir ce qui peut permettre de faire la bonne recette.
Mais le client, lui, il est complètement à l'aveugle de ce que sera le produit final. Oui. Puis c'est Il y a mon une part rôle de aussi de l'orienter. Pardon, Non, mais t'inquiète. c'est mon rôle aussi de l'orienter. Parce qu'il y a aussi des règles, une connaissance, une culture graphique, artistique. Et c'est mon rôle aussi de lui dire que ce style de typographie correspond à son univers, à ses valeurs, etc. Mais après, il y a aussi beaucoup le j'aime pas du client. Et ça, t'y peux rien. Parfois, ça m'est arrivé de faire un logo ou de faire une identité où je suis sûre que je suis pile poil dans la plaque, que ça correspond complètement, que ce logo ferait un carton. Mais si le client ne le sent pas, l'aime pas complètement, qu'il y a un petit truc qui le gratouille, on réajuste. On réajuste et puis ensuite on arrive à trouver ce qui est consensuel. Alors par exemple pour le logo Podcave, j'ai fait un peu exprès, je savais, puisqu'on avait travaillé sur le logo chez Baptiste et que je savais que tu aimais bien les choses un peu traditionnelles au niveau des couleurs, etc. Pour Podcave, vu que pour moi c'était quelque chose un endroit partagé, un moment partagé, assez dynamique, assez jeune, plein d'idées, plein de partage, etc. J'ai fait exprès de te mettre des couleurs très peps au départ. Mais je l'ai fait exprès parce que je me suis dit, ça va passer ou ça va casser. Soit ça m'ouvre une porte, c'était peut-être pas les bonnes couleurs, hein, ça, j'en conviens. Soit ça m'ouvre une porte sur, on a la possibilité de faire quelque chose qui est un peu plus peps que des couleurs classiques. Ou alors, ce que tu m'as dit, on arrête tout, on revient dans des couleurs classiques. Mais justement, c'est en bousculant un petit peu que j'arrive toujours à trouver le juste chemin que le client souhaite aussi et qui complète ma perception de lui-même. C'est vrai que ça a été quand même un exercice assez déstabilisant. Parce que jeune, parce que je suis comme ça et puis voilà, c'est un projet aussi bien chez Baptiste, du coup aussi avec ce côté commerce en centre-ville, l'activité photo, l'activité communication avec ma femme. C'est vrai que on a envie de tout contrôler, on a envie que ça soit au plus juste de ce qui nous semble être la bonne chose pour notre entreprise. Et puis, il y a cette part de confiance qui amène à aussi être à l'écoute des conseils, de l'expertise, parce que moi, les logos... j'étais presque de la catégorie, il faut me faire un logo, quoi. Sans avoir... ne serait-ce qu'imaginer quel nom j'allais donner à cette enseigne, quel type de couleur, quel était le message derrière et lors de nos échanges. Parce que pour le coup, c'était une des certitudes. J'avais vraiment ce côté commerce traditionnel, le côté authenticité. Je me souviens qu'il avait été un mot fort parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup dans le travail qu'on fait. On essaie d'être comme au plus proche de nos clients sur cette justesse. On n'essaye pas de les vendre plus qu'ils ne sont, mais juste de les... comme on ferait un bel accord mets-vin, de les souligner pour qu'ils soient à leur juste place. Et cette idée de vouloir faire peindre cette enseigne à la main. D'ailleurs, je salue Alexis qui a eu un travail assez considérable. Parce que... Alexis qui est peintre en lettres, ouais. Mais je suis vraiment très contente que tu aies fini par accepter de faire ça parce qu'en fait, c'est vrai que l'identité de chez Baptiste, c'était vraiment très complexe parce que déjà, il y avait 3 métiers à regrouper sous un même nom ombrelle. C'est ça. Chez Baptiste, il y avait un métier de communication, il y avait un métier de photographe et puis il y avait un métier d'expérience qui n'était pas encore défini. Et puis, dans toi, dans tes valeurs, dans tout ce que tu avais, dans ton ADN, etc., je sentais, alors ne le prends pas mal parce que c'est absolument pas réducteur, je sentais une espèce de, malgré ton jeune âge, ton dynamisme, etc., une espèce de côté un tout petit peu désuet, entre guillemets, dans le sens où tu es très attaché aux traditions, tu es très attaché à l'honnêteté, à la valeur, au partage avec les gens, etc. Et il y avait cette volonté aussi... pour moi, tu es vraiment le partenaire incontournable de tous les événements de patrimoine, de gastronomie, etc., de la région. Et en fait, l'objectif dans ce logo-là, c'était de faire comme si, en gros, ça avait toujours existé, Baptiste. Comme si c'était... Donc, le concept que j'avais identifié pour ce logo-là, qui est plus qu'un logo, puisqu'il devait être aussi une enseigne d'un commerce dans les rues de Nuit-Saint-Georges. Donc, il fallait aussi se projeter là-dedans. C'était vraiment de faire comme si
ce commerce avait toujours existé et qu'il existera toujours et que c'est l'incontournable. Tu es sur tous les événements, tous les week-ends, tu es à droite à gauche, tout le monde te connaît. Et donc voilà, Baptiste, il n'a que 25 ans ou je ne sais pas à quel âge 26 tu as, 26 maintenant. mais c'est comme s'il avait toujours été là et comme s'il serait toujours là. Et en fait, pour moi, c'était évident depuis le début qu'il fallait quelque chose de traditionnel, ces boutiques à l'ancienne qu'on a toujours connues dans le temps. Et depuis le début, je te dis, mais moi la typographie, c'est le style des peintres en lettres. Et c'est vrai qu'au départ, tu me disais, ouais, mais un peintre en lettres, ça va me coûter cher, etc. C'est sûr que c'est un compliqué. investissement considérable. Hein. On parle d'un projet global, d'un commerce. Bien sûr. Ça commence par l'identité, le logo. Ouais. Voilà, c'est un premier coup. Et avec il y avait tout le reste. Cette vision presque intemporelle d'essayer d'avoir quelque chose qui sera bon aujourd'hui, bon dans 5 ans et j'espère plus par la suite. Et en même temps, dans le projet d'un lancement, jeune entreprise, des budgets forcément plus que serrés. Des travaux. Et en même temps, avoir une vision à long terme, de se dire qu'on refait la façade, on refait toute l'aventure en bois, on essaie d'intégrer des moulures. Alors, c'est des moulures rajoutées, c'est pas des moulures ancrées dans le bois, elles n'ont pas été creusées parce que pour des coûts, des questions de coûts, voilà, c'était plus... Oui, mais du coup, tu as été jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à suivre mon conseil de faire peindre par un peintre en lettres. Et je trouve que le résultat est magnifique, quoi, est vraiment à la hauteur. Et c'est comme ça que j'avais imaginé le logo. Et c'est vrai que quand je suis venue le jour de l'inauguration, parce que tu voulais pas que je vienne voir avant, j'en avais presque les larmes aux yeux, tellement c'était joli et tellement c'était exactement comme ça que je l'avais dessiné, en fait. Et puis avec cette petite baseline, lieu d'image et de vie, qui est vraiment pour moi le caractère de ce lieu, en fait. Un lieu d'image à la fois par les images du photographe, l'image de l'activité communication qui du coup promeut l'image des autres, et puis ce lieu de rassemblement autour de l'activité d'expérience. Donc un super projet, vraiment. C'est vrai que cette part de conseil, je pense que c'est ce qu'on vient chercher aussi chez des artisans, aussi bien sur nous la photo, la communication, toi sur l'aspect plus direction artistique, graphisme, ou la connaissance aussi, parce que peintre en lettres, j'en avais entendu parler, j'ai jamais forcément plus prêté attention que ça au rendu, et puis l'échange avec Alexis pour mieux comprendre le projet, aussi avoir son expertise, et de comprendre que tout de suite c'est un effort, et en même temps on ne peut pas promouvoir l'artisanat sans nous-mêmes faire l'effort de le consommer, alors que pour le coup ça répondait totalement à nos attentes. Tu as évoqué tout ton passé, notamment 15 années, si j'ai bien retenu, au sein de la maison familiale, pour travailler sur le marketing, accompagner l'image de marque. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui, à être à ton compte? Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu une période entre les deux? Est-ce que tu as vécu d'autres expériences entre cette grosse expérience au sein d'une maison de vin et le fait d'être à ton compte aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Alors, si je fais vite la rétrospective de ma vie professionnelle, alors moi j'ai la particularité d'avoir une double formation. Donc, toi aussi d'ailleurs, tu as une double formation. Donc c'est pas une si grosse particularité, mais bon, moi j'ai une formation à la fois, j'ai un master de marketing d'école de commerce et puis à la fois un master en direction artistique. J'ai fait une grosse partie de ma carrière, la majeure partie de ma carrière, dans des services marketing communication, de grosses entreprises au départ, Nestlé, Lactalis. Ensuite j'ai fait un petit tour dans un cabinet de conseil en commerce franco-britannique en région parisienne. Et puis ensuite, quand je suis arrivée dans la région, mon frère m'a demandé de venir travailler avec lui dans la maison familiale, dans le service marketing et communication. Et là, j'ai passé en effet 15 ans à travailler, où j'étais chef de marque, responsable du marketing et de la communication des marques stratégiques et familiales du groupe Badet Clément à l'époque et aujourd'hui Delaunay Vins et Domaines. Donc énormément de projets très très intéressants, et ce qui fait que j'ai cette vision, j'allais dire 360, qui va de avant la direction artistique, donc tout ce qui est stratégie, marketing et communication. Ensuite, en tant que chef de marque, géré aussi toute la partie développement des marques, donc c'était de la direction artistique déjà à l'époque.
Et puis au fur et à mesure, je me suis quand même aperçue que ce que je préférais dans mon métier, c'était beaucoup plus le côté artistique, développement créatif, etc., que le côté analyse de panel de vente et développement commercial, qui font aussi partie du travail en marketing. Parallèlement à ça, j'ai toujours été très bricoleuse, très créative, etc. Je dessine, je peins, je fais de la peinture à l'huile. On a vu un beau tableau pendant les fêtes. J'ai eu l'occasion de nous partager ça sur les réseaux Sur sociaux. les réseaux, ah oui, c'est bien possible, j'en partage de temps en temps. Mais ouais, j'aime beaucoup faire de la peinture à l'huile, j'aime beaucoup dessiner, etc. Et donc tout ça fait que, quand même, j'ai une appétence et des compétences dans ce domaine-là. Et à un moment donné de ma carrière, alors il y a des moments où il y a des alignements de planètes comme ça, il se trouve que il y a eu des événements et des opportunités qui ont fait que je me suis dit, si je fais quelque chose à mon compte, quelque chose qui m'intéressait déjà depuis longtemps, c'est maintenant. Et donc, j'ai saisi la balle au bond et puis j'ai quitté la maison familiale. Alors, ça n'a pas été si simple à prendre comme décision, de se dire, j'arrête mon travail salarié. Ensuite, j'arrête de travailler en famille. Et puis, je crée mon entreprise. Et donc, j'ai lancé mon studio de création graphique. Et j'en suis absolument ravie. Parce que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la synthèse de toutes mes expériences professionnelles. J'ai commencé dans le commercial, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le marketing, à faire aussi de la direction artistique dans le marketing. Et aujourd'hui, toutes ces expériences-là, c'est comme si elles s'aggloméraient et qu'elles servaient mon activité actuelle, quoi. Et franchement, j'aime ce que je fais, je suis heureuse. Avec toutes ces expériences-là, sans faire de très bons calculs, c'est un changement de vie totale sur quoi? Sur les années de la quarantaine à peu près? Oh non, un peu plus après. Un petit peu plutôt après. cinquantaine que quarantaine. Ouais. Comment on envisage tout à coup de lâcher? Alors effectivement, en plus avec cet ancrage familial, et en plus le confort, le plaisir d'être dans une belle maison, Ouais. avec la stabilité du salariat, de se dire... alors qu'on est plus proche de la fin de carrière professionnelle que le début, on lâche tout, on se lance, avec toutes les incertitudes qui vont avec. C'est ça. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là? Presque quels seraient les conseils là, s'il y a des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent Ouais. et qui se disent peut-être qu'il y a une passion un petit peu cachée ou suffisamment d'expérience accumulée pour se lancer dans un nouveau domaine. Comment on envisage un changement si brutal au final? Je crois qu'il y a eu quand même une part d'insouciance. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul de qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, quels sont les risques, quelle est l'activité au quotidien, il faut prendre des décisions parfois dans des domaines qu'on connaît absolument pas et qu'on maîtrise absolument pas, l'informatique, la comptabilité, enfin bon, c'est pas mon fort. Mais c'est passionnant. J'allais dire, je pense qu'il y a eu un peu d'insouciance parce que si jamais j'avais pesé tous les pour et les contre à ce moment-là, je l'aurais sans doute pas fait. Alors comme je te dis, il y a eu un concours de circonstances aussi, de restructuration dans l'entreprise, etc., qui ont fait que, paf, tout d'un coup, je me suis dit, s'il y a un moment, c'est maintenant. Donc on y va. Et puis, je crois que j'avais vraiment envie de faire un truc. J'avais quelque chose en moi qui avait envie de sortir quelque part. J'avais envie de laisser sortir cette créativité et de faire quelque chose par moi-même, entre guillemets. On fait toujours des choses par soi-même, même quand on est salarié. Mais voilà, de laisser le libre cours à cette créativité. Et puis, je me suis lancée, je me suis formée aussi, j'ai complété ma formation. Et puis ensuite, c'est la vie d'entrepreneur de tous les jours. Et j'ai beaucoup de chance parce que je travaille sur... alors, mes enfants me disent, c'est pas de la chance, c'est du travail. Ils ont un peu raison aussi, c'est pas que de la chance. Une petite précision qui a comme son importance. Mais c'est ça. Et j'ai des très beaux projets, j'ai des gens qui me font confiance sur des très beaux projets passionnants, sur ce que j'aime faire en fait, sur des notions de transmission, de patrimoine, de mise en avant de beaux savoir-faire. Donc je suis vraiment, vraiment gâtée et j'aime ce que je fais.
C'est vrai qu'avec les différents invités qu'on aura l'occasion de découvrir là, dans les prochains épisodes de Podcave, il va y avoir aussi cette notion d'opportunité d'un moment, sentir que s'il y a un créneau, il faut y aller, toujours avec cette part d'incertitude. Hein, c'est clair. Et puis, l'exemple de chez Baptiste et notre installation ici nous en a réservé quand même pas mal. Et en même temps de se dire, si on ne le fait pas maintenant, on le fera peut-être jamais. Et bon, c'est quand même valorisant de voir, malgré les difficultés, effectivement, et puis des fois d'être dépassé par des sujets qui sont pas nos spécialités ou nos compétences habituelles, de se dire, en regardant quand même un petit coup d'œil derrière, en se disant, il y a quand même tout ça qui a été fait. C'est aussi ça, peut-être, l'humain dans le travail. Ouais. On entend beaucoup notamment les jeunes aujourd'hui qui ont tendance à dire ça à 26 ans, Baptiste, en 2026, mais c'est vrai que la nouvelle génération a tendance à dire le travail, c'est juste le travail. Ce côté, on a toujours, moi j'ai toujours entendu travailler en famille, au sens large du terme, au-delà des liens de sang, mais que le travail devait être une deuxième maison. Dans nos métiers, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu ça le lien. Se dire que l'humain prend plus de place presque que le travail et qu'on ne travaille pas avec les gens que parce que y a une rémunération et que c'est notre métier, mais aussi parce que sur des petits projets, des fois des très gros projets, presque cette mission, ce devoir d'accompagner, d'apporter sa patte pour permettre aux gens d'aller au bout de leurs idées. C'est quand même... c'est quand même enrichissant. Ah ouais, complètement. Et puis il y a c'est vrai que dans l'aventure entrepreneuriale, il y a aussi cette liberté, moi, que je trouve absolument formidable. Cette liberté, alors non pas de dire je suis libre, je fais ce que je veux, je mets ce que je veux dans mon agenda, c'est pas du tout de cette liberté-là que je parle. C'est cette liberté de pouvoir être ouvert à tout. Et s'il n'y avait pas eu cette liberté, on ne serait pas rencontrés un jour sur un shooting photo où tout d'un coup tu m'as dit tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et j'ai besoin d'un logo et machin. Et c'est ça tout le temps. Et en fait, je ne serais pas là cet après-midi. Si j'étais salariée, je ne pourrais pas être venue cet après-midi tourner ce podcast. Il aurait fallu un très gentil patron. Ou alors j'aurais pris un après-midi de congé, etc. Mais je veux dire, c'est cette liberté de se dire que chaque jour, il peut y avoir des opportunités de rencontrer des gens, de créer des projets, de travailler ensemble et d'aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. C'est vrai qu'en échange avec nos proches qui ne sont pas forcément à leur compte et voilà, qui sont dans des métiers tout aussi passionnants en tant que salariés, on tendance à se dire « Ah oui, c'est génial, tu as ton compte, tu es libre de faire ce que tu veux, si tu veux partir une semaine en vacances. » Alors ça, c'est la version, on va dire, un petit peu idéaliste de la liberté entrepreneuriale qui, effectivement, sur le principe, si on veut dire que la semaine prochaine, on ne travaille pas, on pourrait potentiellement avoir ce loisir-là, mais qui est quand même plus une façade avec un vrai sujet de fond. C'est la liberté de rencontrer les gens, de pouvoir accepter un rendez-vous à des heures un petit peu non conventionnelles, voilà, en milieu de journée ou sur des créneaux où quelqu'un qui serait salarié passera à côté de ces opportunités-là. Et puis cet effet boule de neige au final d'une rencontre qui amène à une autre situation, qui amène à tiens, j'ai pensé à un tel qui va avoir besoin d'un logo, je vais te présenter, etc. Et c'est au final sur des moments très simples de dire ah oui, tout ça c'est arrivé parce qu'il y a eu ce choix là avant et au final on en revient à prendre des décisions et c'est notre quotidien et très loin de cette idée reçue de la liberté parce que oui, on n'a pas de patron, c'est nous le patron. Ouais, non, c'est pas de cette liberté-là dont je parle, non, c'est Bien vraiment sûr. la liberté de rencontrer des gens, de vivre des expériences, d'aller plus loin, de faire des projets ensemble, etc. Et c'est super intéressant. C'est quoi la journée type d'une chef d'entreprise, en l'occurrence chef d'entreprise, graphiste, directrice artistique Est-ce que tu as une journée type? Évidemment, on sait tous que les journées ne se ressemblent pas forcément. Moi, ma journée type, elle est quand même très longue.
Elle est longue et elle est beaucoup dans mon bureau quand même. Et puis, je suis dans mon bureau et puis j'ai mon planning, j'allais dire comme si je travaillais finalement dans une agence de design ou de communication. Hein. J'ai mon planning, j'ai mes commandes, j'ai mes clients, etc. Donc j'organise mon propre planning. Ce qui m'a beaucoup manqué quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, c'est le travail en équipe. C'est vrai que se retrouver seul, ça peut faire rêver, et puis quand même on est seul. Donc j'essaye de travailler avec d'autres indépendants que je connais. Au départ, je le faisais une fois par semaine. On se retrouvait à Beaune dans les bureaux de l'un d'entre eux qui nous accueillait gentiment parce qu'il avait de la place. On se retrouvait souvent à 3. Ce qui nous permettait d'échanger nos projets, de parler de nos projets, d'avoir aussi de créer des projets en commun parce on a des compétences complémentaires. Donc mon bureau, j'ai mon bureau de travail avec mon ordinateur, j'ai 3 écrans, j'ai une tablette graphique, etc. Et puis de l'autre côté, j'ai un bureau de dessin avec des tas de papier, des tas de couleurs, des tas de peintures, des tas de crayons, du fusain, et tout ce qu'on veut. Et puis donc mes journées, c'est l'aller-retour entre ça, parce que ma spécificité, c'est que j'aime vraiment mêler dans mes créations graphiques toujours une petite patte artistique. Il y a toujours un petit bout de dessin, un petit bout de peinture, un petit bout d'illustration, un petit liseré travaillé, etc. Je suis quelqu'un qui aime énormément le papier. J'aime aller chez les imprimeurs, chercher, toucher les papiers, regarder, toucher les gaufrages, etc. Donc il y a tout ça dans ma journée au quotidien. Et puis j'essaye de faire un peu de sport quand même aussi dans ma semaine. Et puis si j'ai le temps de voir un peu des amis, mais ça c'est plutôt le week-end. C'est vrai qu'on a des métiers où on se rejoint là-dessus, sur la photo. Les gens se disent ouais, t'es photographe, c'est génial, tu passes ton temps à faire des photos. Alors dans la réalité, c'est vrai que le métier de photographe, c'est quand même un petit peu de photo, mais quand même beaucoup plus de traitement sur l'ordinateur, même si moi j'ai une vision assez neutre, assez puriste, si je puis dire, dans l'idée de photos authentiques, en tout cas comme je les entends, avec cet apprentissage de la photo de presse que j'ai eu notamment en travaillant pour le journal L'Équipe, avec vraiment une vision de l'herbe elle est verte de cette teinte de vert là. Quand je vais devoir envoyer la photo au client, je veux que l'herbe elle ait toujours la même couleur. Là où certaines personnes travaillent les photos de façon beaucoup plus artistique, avec un gros travail de colorimétrie pour donner un univers, une énergie à la photo. Moi, je me considérerais plus en opposition, entre guillemets, sur l'aspect artisanal de la photo, où je viens, je prends une information, je la retranscris avec ma sensibilité, tout en essayant d'être au plus juste par rapport à ce qui m'a semblé être la réalité, parce qu'au final, c'est quand même souvent une question de perception. Et puis parce que être à son compte, c'est aussi ça, c'est gérer les rendez-vous clients, c'est les échanges par mail, c'est aussi de la recherche personnelle sur, dans ton cas, comme tu le disais, tous les supports, la variété de coloris, etc. Dans le nôtre, consommer de l'image, voir beaucoup d'images, des confrères photographes, dans d'autres univers également, parce que même si je suis plus ancré sur l'événementiel, le monde du vin, aller voir des grands portraitistes ou aller voir des gens qui font de la photo animalière, mais qui ont du coup des constructions d'images un petit peu différentes, c'est aussi se nourrir. Au même titre qu'on entretient sa connaissance du vin, cette appréciation via la dégustation, ça c'est quand même essentiel aujourd'hui. On ne peut pas rester juste concentré sur je fais mon travail. Ça va au-delà, avec certaines limites de compétences, où on peut avoir besoin de faire intervenir un juriste, un avocat sur certains sujets plus d'ordre légal, comme on a besoin du comptable et du cabinet d'experts comptables sur toutes les tâches juridiques, sociales, pour une embauche, pour un salaire, pour les déclarations de TVA, etc. Il y a tous les aspects comptables, les aspects, je sais pas, acheter son matériel informatique, changer sa chaise de bureau, etc., dont on s'occupe pas quand on est salarié et dont on doit s'occuper aussi quand on est à son compte. Mais c'est à la fois passionnant parce qu'en fait, moi, j'y connaissais rien à la comptabilité, enfin rien. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait un peu de comptabilité, mais j'allais dire qu'on progresse et on apprend. Et ça, moi, j'aime beaucoup apprendre, en fait. Quand je sais pas faire, en général, j'aime bien apprendre à faire.
Donc ça fait partie de cette curiosité qui me correspond dans le fait d'être indépendante. Et avec tous ces projets professionnels qui sont déjà très chronophages, on trouve tous les deux le temps de s'investir, notamment dans le monde associatif. Nous, plus sur le rugby, notamment à Nuit-Saint-Georges, ou sur certaines actions plus caritatives. Toi, tu as quand même un investissement aussi bien sentimental que professionnel, entre guillemets, parce que tu y apportes aussi une vision et ton expertise en tant que directrice artistique. Comment se passe cette collaboration ? Puis surtout, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je fais partie du conseil d'administration de la Carrière à Villers-Fontaine. Donc j'ai cet engagement associatif depuis longtemps. Alors je fais partie du conseil d'administration depuis 2021. Mais avant ça, j'étais bénévole tout simplement sur les événements, etc., à la Carrière depuis 2017 ou 2018, je crois. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a tout cet aspect artistique qui m'a passionnée dans le projet, et parce que je trouve que c'est un projet absolument magnifique. C'est un lieu qui est unique, qui mériterait d'être encore plus développé. Et donc, à un moment donné, on est venu me chercher en me demandant de faire partie du conseil d'administration. Donc, c'est pour moi un engagement associatif qui a beaucoup d'importance, qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a tout à penser, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des bénévoles qui sont là au quotidien pour justement apporter la main à la pâte, faire toutes les tâches qu'il y a à faire à la Carrière et qui sont très très précieux. Puis il y a aussi toute la stratégie, la vision de développement du site, et puis ensuite aussi tout ce qui est entretien au quotidien, normes, etc. Donc c'est presque une mini-entreprise. Et en fait, on est au conseil d'administration très complémentaires parce que chacun prend sa spécialité. Donc moi, effectivement, on m'a demandé de gérer un peu plus la communication et puis les aspects marketing du lieu. Et puis après, chacun a un peu sa partie. Et puis tous les bénévoles sont là pour mettre la main à la pâte. Et tu connais le monde associatif comme moi. Ça a à la fois des avantages, des inconvénients. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est des moments superbes. Donc oui, moi je suis engagée à la Carrière depuis un petit moment maintenant. Est-ce que ce métier au contact au final de plein d'entreprises, et notamment aussi avec ces expériences associatives, t'amène à avoir des anecdotes un petit peu croustillantes, des choses qui t'ont marqué, une expérience un petit peu inédite, un projet complètement fou qui te semblait même peut-être au-delà de ce que tu avais l'habitude de faire. Est-ce que comme ça t'évoque quelque chose ? Alors, si on me parle d'un projet et que je ne sais pas faire ou que je ne sais pas trop faire, etc., toujours trouver une solution pour le faire. Et donc voilà, moi c'est quelque chose qui me correspond, de me dire j'apprends toujours quand je ne sais pas faire. Si je ne sais pas faire, je trouve une solution. Mais en général, j'imagine toujours quelque chose pour arriver à réaliser ce qu'on me demande, et puis même parfois aller plus loin. Et c'est ça que j'aime à la fois dans mon engagement associatif, à la fois dans mon métier, c'est que c'est des projets dont je n'imagine pas toujours les contours et qui bien souvent vont au-delà des contours, et c'est top. Est-ce qu'aujourd'hui tu rêves encore d'autres projets ? Est-ce que tu as une ambition particulière, un petit peu dissimulée, que tu dis si un jour je peux le faire, ça serait bien ? Est-ce que... Non, j'allais dire que... Enfin si, j'ai plein de rêves et plein d'envies, mais en fait c'est plus continuer à apprendre plein de trucs. Je te disais que je fais du dessin, je fais de la peinture, etc. J'adorerais avoir le temps de faire des vitraux. Je suis passionnée par la lumière. J'adorerais avoir le temps de faire de la gravure, de la poterie, etc. Donc, j'allais dire qu'on est toujours un peu dans un truc un peu créatif, un peu manuel, etc. Mais voilà, j'ai envie... Moi, mon envie, c'est de continuer à apprendre. Et en fait, ce qui me caractérise, c'est ce que je te disais au tout début, c'est peut-être cette espèce de recherche du beau tout le temps. Alors le beau, c'est assez subjectif, parce que c'est le beau selon moi. Ça se trouve, mon beau, tu le trouves laid. Mais j'allais dire que... Ça fait écho à quelques logos qu'elle m'a envoyés. Les premières pistes, j'étais là en mode Agnès, quand même. Il faut explorer. Il faut explorer pour savoir ses limites. Exactement. Mais j'allais dire que voilà, j'ai toujours cette chose en moi de me dire... chercher du beau. Donc voilà, c'est mon objectif dans
dans le futur de ma vie, c'est de continuer à chercher du beau et puis à apprendre plein de trucs Donc, et à rencontrer des gens. Si on peut te souhaiter de bonnes choses pour la suite, ça serait ça. Ouais. De la créativité, de nouveaux supports, peut-être pour explorer un petit peu. Ça, j'ai de la chance d'avoir pas mal de projets en cours, justement, qui sont pas que du tout que du logo et des supports de communication. On m'a demandé de créer une couverture de livre et tout le design éditorial d'un livre. C'est des affiches, c'est une boutique. Donc, c'est très très large et c'est ça qui est super. Donc, continuons dans cette lancée. C'est magnifique. Merci beaucoup Agnès d'avoir pris du temps pour cet échange passionnant. Si nos auditeurs souhaitent te retrouver, est-ce que tu peux leur donner tes coordonnées? Comment on peut te retrouver? Oui, alors mon entreprise s'appelle AD Studio. Ça s'écrit ADEE-studio, c'est un studio de création. Vous pouvez regarder mes créations sur www.ad-studio.fr. Et je dis bien que AD s'écrit ADEE. Merci pour toutes ces précisions, merci pour ta présence. Et puis, hâte de découvrir les prochains invités de cette émission Podcave. Moi aussi. Merci longue vie au Podcave. Merci encore de nous avoir accompagnés sur toute cette identité.